on a déployé 400 000 km de fibre optique. Une attaque physique, c'est juste trop facile. Il y a un peu une compétition parfois entre le budget qui est alloué à la sûreté physique par rapport au budget cyber. Quand vous avez un risque légal de perdre 4% de votre chiffre d'affaires ou que vous avez un risque de vous faire voler 3 vélos dans le parking, on n'est pas du même niveau. Aujourd'hui, les deux ne peuvent plus être vus comme des silos complètement séparés, qui sont complètement disjoints, parce que du coup là, on a vraiment des trous dans la raquette. On parle beaucoup de NIS 2, on parle beaucoup de DORA, on a CRA aussi qui vient d'entrer en vigueur. On parle pas tellement du REC. Savoir parler les deux langages est utile pour pouvoir synthétiser. Ce qui est pas mal en débat, en fait, je pense aujourd'hui, c'est surtout la définition qui varie. Et justement, ce dont je parlais tout à l'heure, les attentes des uns et des autres qui peuvent être un petit peu différentes, ou justement, on tâtonne tous sur quel est le bon modèle. Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle émission de Risque Intel Média, ce soir en partenariat avec Everbridge. On va parler de la thématique suivante, stratégie de résilience vers une nécessaire intégration des risques cyber et physiques. Avec nous 4 experts qui vont d'abord se présenter dans un premier temps et puis après jouer aux questions-réponses avec moi, mais également avec vous, public qui est à distance. Je vais donner la main d'abord à Iris. Bonjour Yasmine et merci pour l'organisation du plateau. Ravie de te revoir. Donc moi je suis Iris Wickham, directrice commerciale chez Everbridge France et on est spécialisé dans les logiciels de gestion de crise et gestion d'incidents. Nos interlocuteurs privilégiés tendent à être dans la cybersécurité, dans la sécurité physique et dans la gestion de crise. Donc le sujet de ce soir nous touche particulièrement. Merci Iris. Patrick. Donc Patrick Guyonneau, je suis le directeur de la sécurité du groupe Orange. Merci. Adrien. Adrien Frossard, je travaille dans le département sûreté du groupe AXA. Pendant longtemps, j'étais en charge de toute la partie sûreté voyageurs, veille et analyse. Le département AXA a un département sûreté qui est convergé, donc je pense que c'était intéressant de participer à cette émission. Et également, j'ai passé plusieurs certifications en cybersécurité pour évoluer vers ces sujets, parce que j'avais plutôt un background sûreté physique. Donc je pense que je pourrais aussi témoigner des challenges, du dialogue entre les deux mondes. Parfait. Et Michel. Et donc Michel Cazenave, merci de cette invitation. Donc je suis directeur sécurité, sûreté et résilience chez PwC. Et en ce titre-là, j'ai la cyber dans mon escarcelle. Donc la convergence, c'est un fait chez nous et je suis très heureux de pouvoir participer. Bien, merci d'être avec moi ce soir pour répondre à mes questions. C'est vrai qu'on va parler des risques de façon générale, donc des risques physiques, mais également des risques dans l'espace numérique, et voir comment ces risques vont converger. Dans un premier temps, je voulais rebondir notamment sur un fait d'actualité. Je le rappelle, pendant les JO, on avait mis en place des vidéosurveillances algorithmiques, donc qui étaient supposées être temporaires. Il s'avère que récemment, on a annoncé que ce ne sera pas seulement temporaire, puisqu'on va les implémenter. On a donc posé la question au public de Risque Intel Média, et on leur a demandé est-ce que vous craignez la vidéosurveillance par intelligence artificielle ? Ça a eu beaucoup de succès puisqu'on a près de 1392, je vois sur l'écran, personnes qui ont voté. Et puis je voulais notamment poser la question de notamment Patrick, des chiffres qu'on a pu voir. On a 54% qui vous disent oui, ils le craignent, 27% qui vous disent non et 20% qui disent ça dépend. Est-ce que ces chiffres vous parlent ? Non, ces chiffres en tout cas ne m'étonnent pas. Dans une vie intérieure, au ministère intérieur, j'ai par moi-même essayé d'introduire des nouvelles technologies sur la voie publique, dans l'espace public, et c'est toujours l'objet de grands débats. D'ailleurs, il s'agissait de drones, donc déjà de sujets de vidéosurveillance d'une certaine manière, et donc 15 ans après, il y a encore beaucoup de réticence, on va dire, à 50%, mais peut-être 80% de réticence il y a 10 ans, on n'est plus qu'à 50, donc il y a une partie de chemin. Et je pense que la meilleure manière de lever les inquiétudes autour de l'intelligence artificielle, c'est aussi peut-être la transparence. Donc moi je suggérerais au ministère de l'Intérieur de dire, écoutez, les algorithmes, c'est de l'open source, je vous les donne. Et voilà, peut-être que ça rassurera. Je ne sais pas qui ira regarder ligne à ligne ce qu'il y a dans le code, mais sans doute ça rassurerait de dire les algorithmes, je les montre et vous verrez qu'il n'y a rien d'insidieux. Et puis aussi, je pense que c'est des trucs à cliquet, donc comme on dit oui mais c'est temporaire, puis après un petit cliquet, mais ça va être définitif, donc ça a aussi peut-être un certain phénomène de lassitude, on va dire, de dire la méthode est toujours la même.
D'accord, donc finalement, cette crainte, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, vous le disiez, il y a 15 ans notamment avec les drones, donc rien de nouveau là, et puis peut-être de la transparence pour venir amoindrir les peurs qu'on peut avoir. Parfait. Alors, pour commencer cette émission plutôt sur la partie risque cyber et risque physique, je voulais parler d'une actualité qu'on a tous vécue en 2021, je pense qu'il est un bon exemple pour l'émission de ce soir, qui est justement l'incendie qui s'était déclaré dans le data center d'OVH, donc dans la nuit du 9 au 10 mars. Pour rappel, cet événement fâcheux avait quand même induit près de 3,6 millions de sites web qui étaient hébergés, qui sont retrouvés hors ligne, et puis d'énormes volumes de données qui ont été perdus. Qu'est-ce qu'on retient de cet événement-là? Quelles sont les leçons qu'on retient de ce type en fait, d'incident? J'ai envie de dire qu'on retient durement la leçon, surtout quand on a hébergé un site web, une infrastructure là-bas, ce qui était mon cas. Alors, pas forcément par PwC, mais je suis président d'une association. Et donc, on avait toutes nos infrastructures chez OVH à Strasbourg. Donc, un vrai plaisir de s'apercevoir qu'on était dans le bon data center, celui qui a bien brûlé. Un plaisir de savoir que derrière, après, c'était un peu la panique, puisque comme c'est une association, évidemment, les sauvegardes étaient anciennes. Évidemment, c'était géré plus ou moins régulièrement. Donc on a beaucoup appris de cette leçon-là et on a maintenant des sauvegardes régulières, on a maintenant un monitoring en temps réel. Enfin voilà, même une petite association s'oblige à tenir compte des leçons reçues de ce type d'incendie. Ceci dit, je crois que la concentration qu'on a aujourd'hui dans les data centers, que ce soit les data centers d'OVH, mais également de ceux des grands Américains qui opèrent ce genre de choses, il y a une telle concentration qu'à un moment, le moindre pépin technologique peut déclencher une vraie catastrophe. Alors je sais, pour avoir vu dans ces data centers, que tout est fait pour le refroidissement, tout est fait pour l'incendie, tout est fait pour ce qu'il faut. Par contre, si jamais ça se prend en défaut, à ce moment-là, on pourrait avoir ce type de catastrophe se reproduire ailleurs. Je pense qu'on a une double leçon en fait avec cet incident, à la fois le fait qu'on se rend compte que finalement tout le monde digital repose sur le monde physique et des fois qu'on a peut-être tendance à oublier et que du coup toute la partie sûreté, dans le cas présent la sûreté incendie est hyper important et est liée finalement à la sécurisation globale de l'infrastructure ou de l'entreprise. Et la deuxième leçon, je pense, c'est celle de la résilience, celle qui est de dire il y a vraiment un travail à faire, à la fois sur la restauration, sur les sauvegardes, mais aussi plus largement sur les prestataires, où on s'est rendu compte que sur beaucoup d'autres sujets, les prestataires jouaient un rôle essentiel dans la résilience des entreprises. Là, on se rend compte que finalement, un incendie sur un site a un impact énorme. Et comme le disait justement Michel tout à l'heure, on se rend compte aussi qu'il y a peut-être besoin de plus de diversité de prestataires, parce que finalement, on est tous plus ou moins hébergés sur les mêmes grosses infrastructures, et du coup, ça pose quand même un problème, quoi. Alors, si je me souviens bien, il y avait le cas particulier de cette histoire d'OVH, c'était qu'ils avaient mis les backups tous au même endroit. Donc au final, s'il y avait une cyberattaque, c'était très bien, on avait le backup. Donc côté cybersécurité, tout était bien carré. Mais en termes de sécurité physique, si j'entends bien, on les a posés au même endroit. Donc si quelque chose brûle, typiquement, tout brûle. Et c'était une erreur. On arrive effectivement à un taux d'intégration physique des matériels, que ce soit des unités centrales, des CPU, de la mémoire, du disque, du backup, ainsi de suite, dans ce type de solution. Tout ça, c'est raqué dans des gros conteneurs et il suffit effectivement qu'il y ait un incident. Alors je pense qu'OVH a dû apprendre de cette leçon et séparer effectivement le backup, voire avoir des solutions, on va dire, de réplication en temps réel entre plusieurs sites, comme le font aujourd'hui les GAFAM, qui sont capables de répliquer en géolocalisation. Donc là, on pallie le problème de sécurité physique par une sécurité virtuelle finalement, et qui, elle, est beaucoup plus d'origine cyber. Vous en pensez quoi, vous, Patrick? Quelles sont les leçons qu'on peut retrouver? Non, écoutez, je vais converger pour le coup avec les deux précédents intervenants. Non, je pense que ça ramène le fait qu'investir dans le numérique, faut pas oublier aussi qu'il faut investir dans la sécurité physique et les deux interdépendants. C'est-à-dire que là, on voit que le monde numérique dépendait d'un sujet très sûreté, très physique et c'est vrai aussi, par exemple, le système d'incendie, je suis sûr qu'il dépend aussi d'un certain nombre d'éléments d'électricité ou du numérique. Donc ça nous ramène au fait que ça répond aussi un peu à une question que vous posez. Est-ce que tout ça est convergent? Oui, c'est-à-dire que si on n'a pas une approche globale
et on est rationnel, prioriser des risques, et on va trop investir, trop se focaliser sur un sujet et moins sur l'autre. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est là où il y a intérêt à faire converger les deux sujets pour avoir une démarche homogène. Alors moi j'ai une question que je me pose, c'est vrai qu'en cybersécurité très très souvent quand je discute avec des responsables de ce secteur-là, on me dit très souvent la cybersécurité n'est pas toujours prise en compte et donc retrouver des budgets c'est compliqué parce que c'est un risque qui est potentiel, c'est une probabilité. Et c'est vrai que je me suis jamais posé la question pour la sécurité physique, est-ce que c'est les mêmes problématiques qu'on retrouve chez la sécurité physique ? C'est le même. Le risque guide la solution coûte, et après c'est un arbitrage entre l'appétence au risque et le coût de la solution. Donc ça, mais c'est vrai dans plein de domaines. Quand on veut développer un labo de R&D, c'est quel est le ROI de développer le labo ? Quel est le ROI de la sécurité ou de la sûreté par rapport aux attendus ? Et donc une autre question que je me pose, c'est vrai que moi qui fais de la veille en cybersécurité, je vois de plus en plus les médias reprendre les faits de cybersécurité avec des gros titres et des titres d'ailleurs qui font peur. Quelque part, ça peut aussi aider un COMEX à mettre plus de budget sur la partie cybersécurité naturellement, parce que, alors c'est peut-être une erreur de ma part, mais on en parle beaucoup. Donc je me pose la question dans ce cas-là, c'est pour ça que je demande, parce que la partie cyber était gérée, la partie physique pas du tout, donc je me pose la question, est-ce que finalement la reprise des médias sur la partie cybersécurité fait que peut-être qu'on investit plus et moins sur la partie physique ? C'est une remarque super intéressante. Ouais. Moi, je trouve en tout cas sur la partie budget aujourd'hui, le mot d'ordre du milieu de manière générale, c'est quand même que le gros du budget va à la cybersécurité et que c'est vraiment la cybersécurité qui drive l'investissement et qui draine le gros des budgets. Et justement, je pense qu'on en parlera dans l'émission. Il y a un peu une compétition parfois entre le budget qui est alloué à la sûreté physique par rapport au budget cyber, mais c'est une vraie question. Okay. C'est ça qui est bien dans la convergence, c'est que le budget il est au même endroit, donc finalement après, défendre l'un ou l'autre, ça devient naturel, et c'est là où l'importance de la gestion du risque et de l'analyse du risque pour savoir quelle est la mesure adaptée permet finalement d'avoir un équilibre entre les dépenses qu'on fait en cybersécurité et les dépenses qu'on fait en sûreté, et ça, c'est le bon équilibre. Okay. Je pense qu'après, il y a aussi une histoire d'industrie, souvent. Oui. Suivant l'industrie dans laquelle on se trouve, c'est une industrie qui est très, très exposée, qui opère dans des zones sensibles avec des assets matériels qui sont énormes. Il y aura peut-être plus tendance à investir sur de la sûreté physique, sans pour autant négliger complètement le côté cyber. Inversement, les entreprises qui sont plus celles de la tech, qui sont celles de la finance ou du healthcare, elles vont avoir beaucoup plus tendance à investir sur la convergence et sur le cyber. Et du coup, je pense que la convergence dans l'application et justement l'allocation des budgets varie aussi suivant un petit peu la spécificité de l'entreprise. Et alors, j'ai une question d'une personne à distance qui demande, peut-on avoir des garanties en tant que client que les sites de réplication sont géographiquement séparés des data centers primaires ? J'imagine que cet exemple-là a dû potentiellement mener des clients par la suite, alors je ne sais pas dans votre cas si vous avez été plus regardant, mais en tout cas, regarder davantage cette clause peut-être dans les contrats. En tout cas, moi, j'aurais vérifié à la suite de ça. On peut toujours avoir une clause dans le contrat. Après, derrière, comment contrôler, vérifier, s'assurer que c'est effectivement dans les faits. Je crois que de toute manière, aujourd'hui, tous les fournisseurs d'hébergement ont pris en compte ce genre de choses. Donc, s'ils l'écrivent dans un contrat et qu'ils signent en bas, quelque part, c'est qu'ils ont la capacité à s'engager justement, de séparer les choses, d'avoir effectivement des réplications sur des zones qui sont vraiment différentes, voire carrément très différentes au niveau mondial. Donc, de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait eu cet incident ou cet accident et qui a impacté énormément de monde a été une bonne leçon pour tout le monde, et finalement, c'est bénéfique à tout le monde. Okay. Alors, j'aimerais passer à ce deuxième exemple. Donc, forcément, on a la sortie des JO, c'est encore à la mode d'en parler. Donc, on va en parler un petit peu. Donc, finalement, on n'a pas eu beaucoup de gros titres liés à la cybersécurité par rapport aux JO, ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire que la préparation qui ont été faites par les équipes de cybersécurité ont porté leurs fruits. Par contre, on a notamment parlé des attaques physiques avec les atteintes de l'infrastructure SNCF. Et donc, je voulais vous demander, est-ce que cet exemple montre qu'une seule approche unifiée des risques est pertinente pour sécuriser un événement ou une organisation ? Bon, alors écoutez, c'était... Alors, il y a eu des cyberattaques. Enfin, on avait un niveau, je pense, comme tout le monde nous prédisait, jeudi noir de la cyber, ou je ne sais pas quoi, de la cyber. Je pense une très très grosse préparation, très en amont,
beaucoup d'audits, beaucoup de répétitions, enfin, du security by design. Donc voilà. Bon, pour d'autres raisons, peut-être géopolitiques, les cyberacteurs qu'on attendait n'étaient pas là parce qu'ils étaient occupés à autre chose. Bon, ça... Néanmoins, nous, on constate qu'il y a eu beaucoup de cyberattaques et que les mesures de protection ont correctement fonctionné, tant mieux. Je veux dire aussi, quand on se regarde quelques années en arrière, les technologies, les organisations, la qualité des services a beaucoup progressé. Donc, il faut aussi, je ne dis pas que tout est parfait, qu'on arrive à une asymptote de maturité technique, mais quand même, on a quand même beaucoup progressé. Si on regarde par rapport à Londres, où il y a encore 5 ans, je pense qu'il y a... Il y a eu énormément de moyens qui ont été mis sur les Jeux Olympiques. Quand on voit, moi j'ai eu la chance, alors je pense que toi aussi, d'assister au briefing sécurité tout au long de la préparation, de voir un peu l'organisation, l'ensemble des entités de police, de gendarmerie, de l'ANSSI. Enfin, il y a vraiment eu énormément de monde pour à la fois sécuriser au sens cyber, parce qu'effectivement tout le monde craignait les cyberattaques, mais aussi, et on l'a vu avec le déploiement des barrières, des policiers, même des militaires dans Paris, sécurisé au sens physique, parce qu'il y avait une vraie crainte que par plein de moyens, il y ait des tentatives contre les Jeux Olympiques, contre l'organisation, contre l'État. Enfin, il y a tout un tas de gens qui sont susceptibles de ne pas être contents que les Jeux Olympiques se déroulent, ou de ne pas être contents que ça soit la France, ou de ne pas être contents. Voilà. Et dans tous les cas de figure, je pense que ça a été une vraie réussite. J'avais eu l'occasion d'être interviewé sur ce sujet largement avant, 1 an avant, de mémoire. Et on m'a dit, est-ce qu'on sera prêt? Vous croyez que ça va être à la française? J'ai dit, oui, ça va être à la française. Just in time, juste ce qu'il faut. Et donc, pour en revenir, donc la question, est-ce que le risque cyber avait pris tellement, on en avait tellement parlé, pris le dessus sur le risque physique? Non, le risque physique était parfaitement pris en compte. Donc, comme le disait Michel, peut-être un gros focus sur la cérémonie d'ouverture, peut-être plus le risque terrorisme, mais le risque de sabotage était parfaitement pris en compte. Simplement, des réseaux. Alors je pense à la SNCF, là je vois que sur votre image c'est plutôt des collègues opérateurs qui ont été pris à défaut, mais des réseaux comme ça étendus, tellement étalés sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, c'est quasiment infaisable de les sécuriser. Alors, je peux parler Prodomo sur Orange. On était l'unique opérateur pour les JO, on a déployé 400 000 kilomètres de fibre optique pour assurer l'interconnectivité, la connectivité sur les 120 sites JO et entre eux, 400 000 km de fibre optique. Donc la probabilité qu'il y ait quelqu'un qui coupe un câble, un fibre, et qu'il y ait des conséquences était forte. Qu'est-ce qu'on a fait? Et on a multiplié les adductions. Chaque site avait plusieurs adductions. Donc en disant, s'il y en a un qui tombe en panne, s'il y en a un qui est saboté, il reste encore des adductions. Et puis on a surveillé, on a mis des trappes avec des cadenas, on a changé les clés, on a mis des systèmes d'alarme, enfin tout un tas de... Mais pour autant, le système à 100% n'existe pas. Il faut qu'on se mette aussi, ça fait partie finalement aussi du rôle de cette table ronde. Le risque zéro n'existe pas. Quelqu'un qui est vraiment déterminé. On a vu les attaques sur les SNCF en plusieurs points. C'est quand même donc quelqu'un a eu les infos, savait ce qu'il fallait faire, voilà. Si je fais une analogie, j'ai assisté à une seule épreuve, c'était la finale golf homme, le 4e jour. Il y avait un gendarme tous les 50 mètres tout autour du golf. Je ne pense pas que ce soit faisable d'avoir un gendarme tous les 50 mètres le long des voies ferrées. Et quand on sait que le nombre de câbles qui passent, que ce soit pour le service, que ce soit pour des télécommunications, que ce soit pour la signalisation ou autre, effectivement, c'est absolument indéfendable. Et donc, un sabotage de cet ordre-là, je pense que compte tenu de l'arrêt qui a été causé sur 3 endroits, alors je crois qu'on a attrapé quelqu'un, on n'a pas eu de nouvelles depuis, mais un sabotage comme ça qui cause un tel trouble, c'est forcément des gens qui ont une connaissance de la manière dont ça fonctionne. Et toi, justement, Iris, t'en penses quoi? Pour avoir un événement comme celui-ci, il faut nécessairement avoir une approche unifiée des risques. Je pense que sur tous les événements, maintenant, on a cet aspect cyber qui vient s'accrocher. C'était chez vous, c'était au Cercle, vous aviez l'amiral Coustillard qui a dit ça exactement, que dans toutes les guerres, maintenant, il y a cet aspect de cyber qui est prégnant. Donc, aller vers une approche qui est en silo, ça ne va pas marcher sur ce type d'événement-là.
Ouais. Alors, je me pose la question parce que c'est vrai que j'ai souvent la cyber, donc ça, j'arrive à comprendre à quoi ressemble une cyberattaque dans un événement comme celui-ci. Patrick, tu t'en parlais tout à l'heure, hein, vous avez travaillé sur les jeux. À quoi ça ressemble exactement une attaque sécurité physique? Ce serait quoi? Voilà. Oh, bah, ça peut revêtir de multiples. Ça peut être vraiment une pluralité. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on ne va pas donner des idées à nos Non, on ne va pas donner des idées, Non. mais peut-être. Mais disons que ça couvre l'ensemble du spectre. Ça peut être de la manifestation, ça peut aller de l'attentat terroriste, ça peut être de la criminalité qui va perturber un événement. Donc ça peut être très très large. On peut être après sur des menaces plus naturelles. La catastrophe naturelle est aussi quelque chose qui est aujourd'hui de plus en plus présent dans le panorama des menaces qu'on regarde. Donc c'est très très large. Ok, donc un ouragan, voilà, ça rentre dedans. Quoi. Complètement. Je prends un exemple tout bête, la cérémonie d'ouverture. C'était la première fois que les billets étaient vérifiés, les check-in et tout ça. Il y a eu d'ailleurs, ils ont essayé de faciliter un peu tout ça. Vous arrivez avec 300 personnes avec des faux billets, machin, vous bloquez le système et vous avez tous les gens qui attendent. Et c'est assez facile finalement de faire des attaques physiques, on va dire. Alors, certaines destructrices, d'autres non, mais pour faire parler d'un système, faire parler d'une organisation, faire parler d'une idée contre le système en général. Et donc avoir une attaque physique, c'est juste trop facile. C'est juste indéfendable. La sécurité zéro n'existe pas et il y a toujours un moyen de rentrer. Après, derrière, effectivement, on met des hommes, on met des mesures de sécurité, mais vous n'arriverez pas à défendre au maximum. Non, puis ce qu'il faut dire, c'est que ça arrive. Il y a dû avoir des agressions. La criminalité ne s'est pas complètement arrêtée pendant les Jeux Olympiques. On est resté sous une intensité qui était le bas du spectre, entre guillemets, au niveau des menaces. Mais il y a des attaques physiques tous les jours. Il y a tous les jours des policiers dans les rues qui font leur travail. Donc c'est une menace qui reste contenue aujourd'hui. Mais sur un grand événement comme ça ne peut pas être ignoré. Et c'est vrai que quand je vois le titre de l'article, je ne pense pas du tout que le risque physique est oublié. On a tous vu le déploiement massif dans les villes, en France, sur les épreuves, le barriérage, plus nombre d'autres dispositifs qui ont été mis en place. Donc sur le risque physique, il y a aussi eu un investissement du coup très important. Je voulais juste rebondir sur des exemples de crise où on va avoir de la cyber et de la sécurité, de la menace physique en même temps. Alors, c'est un exemple qui me tient à cœur, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que j'ai été moi-même e-citoyenne de ce pays. Peut-être que ça parle à quelqu'un si je dis e-citoyenneté. On a l'Estonie. C'est un exemple qui date de longtemps, d'il y a longtemps, mais je trouve qu'il est assez parlant. L'Estonie, c'est un pays qui est un peu le pionnier de la transformation digitale en Europe et qui a un espèce de métaverse propre à lui-même où tout passe par Internet en fait. Toute l'administration est sur Internet, tout est super efficace, ça va très vite, et ils s'en targuent. Le problème avec ça, c'est que on a un beau voisin à côté qui est quand même connu pour ses talents et ses méfaits sur la toile. Et en 2007, ça n'a pas coupé. Ils ont eu une attaque massive sur leur système. Et là, toutes les administrations étaient bloquées, tous les systèmes bancaires, les hôpitaux. Il n'y avait plus rien qui marchait, en gros. Et ça a causé des troubles civils énormes derrière des manifestations. Donc ça, c'est un bon exemple. Mais si on vient sur les guerres plus récentes, par exemple, en Ukraine, on a eu des attaques sur les systèmes sur les réseaux électriques. Ça a entraîné des pannes de courant généralisées, ça a entraîné de la confusion, ça a permis des opérations militaires derrière. Okay. Pareil pour Israël-Gaza, on a eu des attaques sur les systèmes de télécommunications qui ont été brouillés, et derrière, pareil, des opérations militaires qui ont été facilitées. Donc il y en a plein des exemples. Ouais. Alors, le thème de ce soir, ça reste la convergence. On essaie de faire converger, donc, et d'un point de vue budgétaire, et d'un point de vue des efforts, mais de créer cette convergence entre la sécurité physique et la cybersécurité. J'imagine que si on fait une table aussi autour du thème, c'est que c'est peut-être pas si simple, c'est qu'il y a des challenges en fait à faire converger. Mais alors, quels sont ces challenges ? La tradition. Oui, je pense que le silence est assez illustrateur justement du problème. Il y a vraiment un problème, je pense, culturel et organisationnel.
culturellement, c'est le cyber et la sûreté physique sont deux pratiques qui sont construites séparées l'une de l'autre. Et justement, la convergence, la définition de la convergence, c'est rapprocher deux pratiques sûreté qui étaient disjointes. Et du coup, il y a deux cultures qui sont très différentes. Souvent des gens qui ont un background plutôt technique, plutôt IT. De l'autre côté, des gens qui ont un background plutôt étatique ou plutôt des sciences humaines. Avec justement des manières de faire leur travail qui sont très différentes, même s'ils utilisent les mêmes concepts. Donc il y a à la fois ce background qui est très différent, et puis il y a le day-to-day. Une personne qui fait de la cybersécurité n'a pas le même quotidien qu'une personne qui fait de la sûreté physique. Et au final, ça se traduit beaucoup, je trouve, par un problème de langage. Aujourd'hui, on va utiliser des concepts qui sont les mêmes. On va parler d'inventaire de nos assets, on va parler de risk assessment, on va parler de plan de traitement du risque, mais finalement, ce qu'on va mettre derrière va être complètement différent. Et même les attendus vont être complètement différents. Souvent, la sûreté physique est allée vers la convergence en disant bon ben, on a nos caméras qui sont sur un réseau, on a notre access control qui est sur un réseau, on commence à avoir de l'IT partout, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et le cyber est allé vers la sûreté physique en disant ben, toute notre infrastructure, elle est physique en un premier lieu avant d'être digitale, donc il faut quand même qu'on la sécurise. Et du coup, je trouve que les deux sont un peu dans une attente vis-à-vis de l'autre, qu'elles s'adaptent, et on essaye de trouver justement cette manière de faire commune, et c'est pas évident. Et je pense qu'une des pistes, c'est vraiment de retrouver un peu un langage commun et qu'il y ait plus d'interaction d'un côté comme de l'autre. Bon, moi, chez Orange, on a fusionné il y a 4 ans, en fait. On a convergé il y a 4 ans, physique et cyber. Et je crois que ce qui nous meut, d'abord, c'est plus simple vis-à-vis des entités. Alors, quelqu'un qui n'est pas spécialiste du sujet, il a un problème de sécurité, il ne se pose pas la question, il appelle la direction de la sécurité, et quel que soit le truc, on essaie de lui répondre. Donc ça, c'est un côté facilitateur, je pense, dans le langage, vis-à-vis du groupe. Et puis deux, on a une approche plus holistique du risque. On se pose pas, avant de se poser la question, est-ce que c'est cyber ou sûreté, on se dit, alors, finalement, qu'est-ce qu'on craint? Quel est l'événement redouté? Le vol de données. Le vol de données, ça peut être un hacker qui pirate votre ordinateur, vos serveurs, ça peut être quelqu'un qui écoute au bar les conversations, ça peut être, ou dans le train, ça peut être quelqu'un qui vide les poubelles ou qui regarde. Voilà. Il y a 36 manières de voler des données. Et finalement, celui qui veut voler des données, il va aller au plus simple. Donc donc c'est important d'avoir cette démarche de sensibilité, ces démarches complètes, parce que aussi vis-à-vis du salarié, c'est parfois plus simple. Je disais, d'avoir un seul langage. Il y a des méchants, enfin je caricature un peu, il y a des méchants, ils en veulent à vos données, faites attention, et le fait attention, ça se décline de 4, 5, 6 manières différentes, du mot de passe, attention à ce qu'on raconte dans le train, aux clés USB que l'on perd. Voilà. Donc c'est aussi, je pense, une manière d'efficacité vis-à-vis d'entités, on parle un seul langage, vis-à-vis des membres décideurs, je pense en particulier du COMEX, parce qu'on a une seule vision, un seul budget, enfin voyez, on unifie. Et puis deux, vis-à-vis des salariés, quand on les sensibilise au risque. Et du risque, le comportement qu'il faut avoir, voilà, ça évite. Alors il y a le directeur de la sécurité qui a dit ci, puis le RSSI il a dit autre chose. Voilà. Donc moi j'y vois beaucoup d'intérêt, mais si je suis d'accord avec toi, les cultures sont quand même assez différentes. Il y en a qui aiment parler menaces, les autres risques, etc. Voilà, mais bon. Oui, d'autant qu'on est sur des égos assez importants, on est sur des hauts gradés, on est sur des profils ingénieurs plus, on est sur des milieux très masculins avec beaucoup de testostérone, beaucoup de compétition, donc c'est pas toujours. Alors je suis pas tout à fait d'accord sur le trait masculin parce que ça se féminise de plus en plus. Ça se féminise de plus en plus et je suis très heureux qu'il y ait un certain nombre de femmes autour de cette table. Pour les mêmes raisons, nous c'était il y a 5 ans, mais c'était à peu près coïncident. L'idée, c'est effectivement que le management voulait avoir un interlocuteur pour s'occuper des sujets, pour rapporter au risque, puisqu'en fait, on gère un risque, le risque sécurité, sûreté, cybersécurité et autres. Donc que ce soit des people, des assets, des buildings, tout ça, c'est des choses sur lesquelles l'attention a été attirée et la presse se fait écho
de cybersécurité, la presse se fait écho de vol, la presse se fait écho, donc forcément un haut management a l'attention à tirer là-dessus. Donc chez nous, ils voulaient un interlocuteur, donc voilà, ça a été fait, et finalement ça marche plutôt bien, Alors les problèmes de culture, effectivement, on les rencontre, puisque c'est deux manières de penser un peu différentes. C'est une manière qui est en 3D, ou c'est une manière qui est complètement virtuelle. Et ça, c'est un très gros changement, et c'est là où faire parler les uns avec les autres est utile, et savoir parler les deux langages est utile pour pouvoir synthétiser. Ceci dit, on a gardé quand même deux guichets d'accès, pas un seul, c'est-à-dire que soit c'est un sujet sûreté, soit c'est un sujet cybersécurité, et dans ces cas-là, c'est quand même pratique, parce que si on avait une couche, alors on n'est pas aussi nombreux que vous sur la partie sécurité, sûreté, résilience, mais si on avait une couche de gens qui sont des répondants, pour pouvoir interagir avec les gens qui sont des experts, ça serait un peu trop pour nous, mais si on était plus gros, peut-être qu'on y serait. Ce qui est intéressant, c'est si on regarde les études qui ont été faites sur la convergence, il y a une étude d'ASIS de 2020 qui a sondé plus de, je crois, 8000 professionnels de la sûreté sur pourquoi la convergence, où en êtes-vous, qu'est-ce que vous en pensez. Les plus gros freins, ils reviennent tout le temps, c'est la culture, l'approche en silo, le fait que justement on a construit deux silos et qu'ils n'arrivent pas à fonctionner différemment. Et la troisième, c'est le fait qu'il y ait un gain espéré qui soit trop faible pour justement engager cette transition. Donc qui est justement des bénéfices qui ne soient pas si importants d'aller vers la convergence. Et c'est vrai que quand on voit les barrières qu'il y a, moi pour l'avoir vu chez AXA, on s'est vraiment engagé à fond dans la convergence. On a un département sûreté corporate qui a convergé dans toutes les entités. Ça n'a pas été de soi. Il y a des pratiques qui sont très différentes. Je donne un exemple. On a implémenté un outil de gestion de nos voyageurs pour pouvoir les suivre. Qui est quand même quelque chose de très standard que tous les groupes ont pour arriver à faire de la sûreté physique. On a présenté ça aux personnes qui venaient de l'IT. On a eu 0 question sur la protection des voyageurs. On a eu 100% de questions sur la protection de l'outil et sur la protection des données qui étaient hébergées dans l'outil et comment est-ce que ça avait été pen-testé, est-ce qu'il y avait une double authentification pour se connecter à l'outil, mais 0 question sur les applications pratiques de sûreté physique. Donc c'est vraiment ça aussi, le dialogue et le décalage qu'on peut avoir parfois dans les attentes. Oui, mais chacun a fait son job. Il y en a un qui a conçu un outil pour protéger les gens, et il y en a un qui s'est interrogé savoir si l'outil était correctement protégé pour faire ce qu'il doit faire. Et donc je pense que de ce point de vue-là, c'est pas un échec. Enfin, je perçois pas ça comme un affrontement de culture. Chacun a fait son job. Alors du coup, moi j'ai une petite question. Alors je comprends pour créer... Vas-y, Michel. Oui, j'ai juste une chose à ajouter, c'est que c'est une question qui commence à torturer un peu les méninges de mes collègues ciseaux au Césin, par exemple, parce que à pas mal de gens, justement, on leur dit tiens, tes ciseaux, on va te donner la sûreté. Or, c'est pas forcément des choses dont ils ont l'habitude, et donc ils sont en train d'essayer de réfléchir au concept pour savoir qu'est-ce que je dois en penser si on me confie ces responsabilités, quel type de formation je dois faire, comment je dois parler avec les gens que je vais encadrer et comment je dois les manager, pourquoi faire, quel est le périmètre qu'on va me confier. Donc c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est un sujet qui est en train de monter côté des RSSI et des CISO. Et c'est un sujet qui est en train de monter. Alors je crois qu'on était à une table ronde ensemble sur ce sujet-là, c'était la norme ISO, alors j'ai noté parce que je me rappelle plus exactement, la norme ISO 22342. C'est une norme qui est sortie l'année dernière et qui vise à redéfinir un peu le rôle des responsables sécurité. Et elle offre des lignes directrices qui vont justement vers cette convergence. Une des lignes directrices dedans, c'est justement qu'on ait ce rôle de sécurité où la cybersécurité et la sécurité physique vont reporter à la même branche. Tout à fait, ouais. Et ça entraînait beaucoup de débats. Il y en avait beaucoup qui n'étaient pas très contents. Complètement, c'était ma question. On parle de convergence, donc j'ai entendu culture et communication.
mais en ayant déjà discuté avec des experts, il y avait un troisième point qui ressortait et qui pouvait être bloquant ou challengeant, qui était celui de l'organigramme, tout simplement. Et donc, parlons-en. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déjà me redire comment, dans une entreprise classique où il n'y a pas eu cette convergence, qu'est-ce qui se passe? À qui reporte le CISO? À qui reporte la partie sécurité physique? Et donc, si on rentre dans la partie convergence, on rebouge ça comment, au final? En général, la sûreté est plutôt du côté du secrétaire général, ou et le CISO plutôt du côté de l'IT. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, c'est une question sans fin parce qu'il n'y a pas de bonne position et de mauvaise position. Ça dépend éventuellement de l'organisation, des individus, Bon, effectivement, le secrétariat général a souvent la sûreté et l'IT a souvent la cybersécurité. Maintenant, dans les deux cas, moi, j'ai une vraie préférence pour rapporter au risque, puisqu'en fait, on gère un risque, donc on gère un risque parmi tous les risques de l'entreprise. Et c'est très, très important d'être considéré comme justement porteur d'une responsabilité vis-à-vis de ce risque. Et je pense que quand on est noyé dans une entité comme l'IT ou le secrétaire général, c'est plus nous qui portons le risque, c'est quelqu'un d'autre, et du coup il peut arbitrer sur ce risque à notre corps défendant. Tandis que quand on peut discuter pair à pair avec l'IT, avec l'immobilier, avec Human Capital ou les ressources humaines, on discute de pair à pair, on apporte nos solutions, on évalue nos risques, et après derrière effectivement c'est une discussion pour savoir comment on met en place les mesures, les contrôles, les règles qu'on doit faire. Alors, c'est intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu m'as dit tout à l'heure, Michel, par rapport au fait que les CISO et les RSSI, c'est une question qu'ils ont. Parce que moi, j'en avais notamment discuté avec des CISO et des RSSI qui se posaient la question du futur de ce métier. Parce qu'il a l'air de changer de plus en plus. Notamment, il est passé d'une fonction, et tu me diras si je me trompe ou pas, mais d'une fonction qui avait beaucoup les mains dans les cambouis à une fonction aujourd'hui qui fait aussi le lien avec le COMEX, donc qui a besoin aussi de traduire ce que remontent les équipes donc techniques à un COMEX, notamment pour gérer les budgets. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'en plus de ça, aujourd'hui, il se pose peut-être la question demain de reprendre potentiellement donc, la sécurité physique. Et donc, il doit évoluer vers quoi? Alors, il ne se pose pas la question de reprendre. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et si c'est comme ça que ça a été compris, je m'en excuse. Non, que peut-être que ça va rentrer dans ton périmètre. Il y a un certain nombre de mes collègues qui en sont comme moi. Moi, je suis arrivé chez PwC pour être CISO, et au bout de quelques mois, on m'a dit, tu reprendras aussi la partie sûreté. Bon, j'avais la compétence, ça tombait bien, mais quelque part, j'ai un certain nombre de mes collègues auxquels on pose la même question et qui ne savent pas à quoi s'attendre. Donc ils n'ont pas aucune idée, effectivement, de l'organisation à mettre en place, des compétences à réunir, et surtout de l'organisation des hommes pour le faire. Voilà. Et c'est ça, en fait, toute la difficulté. C'est là qu'ils se posent des questions en disant, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller? Est-ce qu'il faut dire oui? Est-ce qu'il faut dire non? Si on dit oui, à quelles conditions? Quel est le rattachement de cette future entité? Voilà. Est-ce que je passe au secrétariat général ou est-ce que je reste sous l'IT avec la sûreté? Voilà. Enfin, c'est toutes les questions qui peuvent être... que des gens qu'on sollicite de cette manière-là peuvent se poser. D'accord, je comprends mieux. Alors, voilà, je continue parce que on a une approche très cambouille, c'est ce que disait tout à l'heure Yasmine. Ouais. On a parlé risques, et puis on est de plus en plus conformité, parce que on en reparlera tout à l'heure, de l'avalanche de directives européennes. Alors on a tous connu RGPD, mais là maintenant on a par des obligations avec REG et NIS 2 de faire converger. Les deux sujets vont vers le même paquet résilience. Donc je pense qu'on prend une dimension un petit peu supplémentaire de se dire quelle est l'importance de tout ça, c'est de continuer, poursuivre à délivrer du service, même en mode dégradé si je puis dire. Voilà, donc le métier va encore bouger. Après, sur le cambouis, je pense que ça dépend éminemment de la taille de la structure, ou de la maturité de la structure. Parce que on regarde tous les annonces, directeur, sécurité, cybersécurité, ainsi de suite, pour voir un peu quels sont les profils attendus. Entre celui qui doit aller régler le firewall et discuter avec le COMEX, certains ont les deux à faire. Alors, quand on est une petite structure, on discute avec le patron et puis on va régler les firewalls, c'est facile. Quand on est dans une grosse structure, voire internationale, la cohérence est beaucoup moins facile à être un expert technicien et un expert COMEX. On ne peut pas faire les deux. Ceci dit, il y a toute une gradation dans ce panel, dans cette palette, et du coup, ça permet à des jeunes RSSI qui ont peut-être un savoir-faire technique récent, frais, de gérer plus des matériels techniques, mais c'est vrai également pour des directeurs sûreté qui sont experts en caméra, circuit de caméra et ainsi de suite, et puis après, petit à petit, on progresse vers
une étape qui est la gouvernance, et puis après vers le rapport au COMEX ou la présence au COMEX. Moi, j'avoue que je ne suis pas forcément pour être au COMEX, parce que on n'a pas besoin d'occuper une table pour avoir de l'influence. Ce qu'il faut, c'est bien faire son travail, avoir des KPI, des choses à rapporter qui soient utiles, et surtout quand on a des demandes, de pouvoir les justifier dans le langage du COMEX. Oui, ça demande des soft skills nécessaires en fait pour vous. Sur On a besoin d'un profil de communicant. Sur la question de l'organigramme, je pense aussi qu'il y a vraiment une question de la taille de l'entreprise. On le voit dans toutes les études qui ont été faites sur la convergence. La plupart du temps, les petites entreprises adoptent beaucoup plus la convergence que les grosses, qui ont justement des départements qui vont être très spécialisés, où on va avoir un reporting sûreté, un reporting RSSI. Et du coup, l'évolution finalement, ou le croisement des deux matières, va se faire un peu, je pense, au cas par cas, et puis suivant aussi un petit peu la vision qui a été décidée au sommet de l'entreprise. Est-ce qu'on converge ou pas? C'est quand même aussi une décision stratégique pour une entreprise. Ça peut être aussi un argument de vente ou un positionnement. Et ça, je pense qu'on va continuer à le voir. C'est aussi un signe de maturité quelque part, parce que si on arrive à faire fonctionner les deux ensemble au sein d'une structure qui est grande, ça veut dire que quelque part on a maîtrisé un certain nombre de processus, on a maîtrisé un certain nombre de mises en place de politiques, et qu'à l'arrivée, on réussit. Si on n'arrive pas à faire cette convergence, ça veut dire qu'on n'arrive pas à faire travailler ensemble des gens, ce qui est quand même un vrai problème. Alors, on fait une petite mi-temps, ce qu'on aime bien faire dans l'émission, notamment pour ceux qui nous rejoignent au bout de quelques minutes, pour réavoir les informations clés de cette première moitié d'émission. Donc, 3 éléments que je partage à l'écran pour ceux qui sont à distance à retenir. Le premier, l'incendie du data center d'OVH de Strasbourg en mars 2021 rappelle l'importance des sauvegardes régulières et d'une réplication disséminée géographiquement. Deuxième point, il peut y avoir une compétition entre les budgets cyber et physique. On peut l'éviter en faisant converger la gestion de ces deux risques, et on fait avancer la rationalisation. Et le point 3, les principales barrières de la convergence sont identifiées. La première, c'est la culture. La deuxième, l'approche en silo. Et le troisième, le gain espéré est peut-être trop faible. Je rajouterais d'avoir le bon casting. Et d'avoir le bon casting. Le bon casting, parce que trouver les personnes, effectivement, pour diriger cette organisation, c'est pas tout à fait simple. Ça suppose d'avoir multi-compétences, et surtout, ça suppose, et on en parlait tout à l'heure avant l'émission, alors pas de la schizophrénie, mais d'avoir la capacité de traiter des sujets très variés à un intervalle très rapproché. Justement, je rebondis un peu sur la fin, sur les gains trop faibles, dont tu parlais rapidement, Adrien, tout à l'heure. Bon, je comprends donc que ça coûte de l'argent, cette convergence, finalement, parce que c'est une réorganisation. Vous me dites si je ne me trompe pas. Et auquel cas, je me pose la question, parce qu'autour de la table, on a quand même des grands groupes, donc vos expériences reflètent aussi des grands groupes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire également dans des petites entreprises? Je sais que la cybersécurité est déjà une problématique. Parfois, on n'a pas les budgets, parfois, on n'en prend pas conscience. Donc déjà, aller à la partie sur la convergence, je ne sais pas si c'est faisable. Je vous pose la question, est-ce que c'est réplicable dans des petites structures? Alors moi la réponse c'est oui, parce que les petites structures justement elles vont chercher un peu des économies, elles n'ont pas forcément les moyens d'avoir une direction sûreté, un RSSI qui va créer une direction cyber, donc quand on voit l'adoption de la convergence aujourd'hui, encore une fois quand on prend les sondages qui ont été faits, c'est surtout les petites entreprises plus que les grosses qui vont avoir tendance à passer en mode convergé, et puis c'est aussi d'une certaine manière la nécessité qui fait loi en fait. Donc les petites entreprises, elles ne peuvent pas avoir le même niveau d'investissement, donc elles se lancent plus volontairement là-dessus, et surtout c'est un modèle qui marche d'une certaine manière. Donc il est valable à la fois pour les gros comme pour les petits. Parce qu'on part du risque en fait. Moi, je suis assez mitigé sur le fait qu'ils s'y lancent. À mon avis, ils y sont jetés, parce que quand on n'a pas les moyens, on prend une personne et puis on lui fait faire plusieurs choses. Il est multicasquette, homme orchestre. Voilà, on a le luxe dans les grandes entreprises de choisir ce modèle-là. Alors après, dans les entreprises intermédiaires, je pense que c'est possible. Et c'est possible moyennant, effectivement, le fait de trouver le bon casting pour pouvoir organiser quelque chose à une échelle peut-être plus modeste, mais qui fonctionne. Je reviens sur le gain, parce qu'en fait, vous dites que le gain est trop faible. Alors, je ne sais pas quel type de gain on attend, si c'est uniquement financier, RH. Effectivement, je pense que
sans doute le gain est faible. En revanche, je pense qu'en termes d'agilité, de reconduite, voilà, on dit le risque change, peut changer de nature très terroriste. Hein, on aurait fait la même réunion il y a 5 ou 6 ans, on aurait parlé beaucoup de terrorisme, après on aurait parlé beaucoup de cyber. Mais le fait d'avoir la même organisation qui gère, ça permet aussi peut-être une versatilité plus grande, de s'adapter plus vite. Moi, je pense que vis-à-vis, alors on parlait tout à l'heure du COMEX ou du dirigeant, c'est quand même plus facile d'avoir une seule personne qui, alors d'abord, comme tu disais, bon, faut avoir un peu pas être trop schizophrène, mais qui prend ça en charge et qui finalement enlève un certain stress à la direction, en disant, voilà le tableau de bord, les différents risques, physique, pas physique, et voilà le plan d'action, on déroule. C'est-à-dire, c'est aussi un certain confort, hein, donc voilà. Donc les gars, si on les prend pas que financiers, mais en termes de ce qu'on disait tout à l'heure, cohérence de discours vis-à-vis des salariés, rapidité d'action vis-à-vis de de l'allocation des ressources et puis discussion avec le COMEX, je pense que c'est un gain quand même, c'est un gain. Je vois plutôt dans la partie agilité de l'organisation. Moi, j'aurais tendance, je dois avouer, à penser qu'une petite entreprise aurait plus de simplicité à mettre en place cette convergence, parce que si je reprends typiquement ce que tu disais tout à l'heure, Michel, sur... Est-ce qu'on peut s'entendre sur un point de vocabulaire? C'est quoi une petite entreprise pour vous? Effectivement. Parce que si c'est 10 personnes, ils n'ont pas le choix. Il y en a un qui s'en occupe, et il se prend tout. Et en plus, il fait aussi RH. Il fait RH. Voilà. Donc là, pour le coup, réglons le problème. Quand on commence à arriver à des structures, effectivement, on va dire de l'ordre de 200, 500 personnes, là, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir des gens qui sont avec cette chose-là. Et on peut choisir ce modèle-là. Mais beaucoup plus petit, il n'y a pas le choix. De toute manière, il y a plein de trucs à faire et chacun a son rôle, et voire plusieurs. Alors, du coup, je rebondis juste, Patrick, parce que Stéphane dit quelque chose pour rebondir sur le gain faible. Plutôt que de parler de gain faible, ne faut-il pas aborder la chose sous un autre angle et plutôt se poser la question de la réduction de la perte? Oui, non, mais c'est ce que je dis. Je pense que ça donne plus de fluidité ou d'agilité. Voilà. Mais bon. Et donc, pour revenir, je me disais, une entreprise donc, qui, ou de 500 ou de 250 personnes, a peut-être plus de facilité à migrer ou à partir vers ce modèle-là. Déjà, parce que comme vous le disiez, parfois on a plusieurs casquettes, hein, d'une part. D'autre part, les circuits sont plus courts de décision. On a moins de strates à faire valider. Donc j'aurais plutôt tendance, moi, à penser que sur une petite entreprise, cette convergence est plus simple que dans un grand groupe où il y a la lourdeur administrative derrière, où il y a le changement qui doit être effectué. Est-ce qu'on peut éviter de parler de grands groupes et de lourdeur? Non, parce que sinon, en fait, tout dépend de la culture de l'entreprise. Là, encore une fois, certains ont des organigrammes très plats où on voit tous les jours le PDG. D'autres ont un organigramme très pyramidal, version arbre de Noël, où quand on veut escalader, il faut aller au N+9. Voilà, et donc là, effectivement, ça prend du temps. Donc, je dirais que l'efficacité de cette chose-là dépend du modèle de l'entreprise. Et là, encore une fois, c'est une histoire de culture d'entreprise, c'est une affaire de manière de fonctionner, et toutes ne fonctionnent pas pareil, donc on ne peut pas généraliser. On ne peut pas généraliser. Voilà, puis vous avez des business où par entité géographique ou fonctionnelle sont très différenciés les uns des autres, donc voilà, c'est pas pareil que si on a effectivement un métier assez similaire avec des... On prend le mauvais mot qu'on a dit tout à l'heure, assets, qui sont communs. Des biens. Des biens communs, voilà. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi des histoires, des organisations. Si c'est des sociétés qui sont construites par agrégation, achats divers et variés, forcément on a un tel panel et différenciation que on va pas commencer forcément par converger ça. Par rapport à, d'abord on va commencer par les finances et le SIRH. L'AD peut-être, avant de s'attaquer aux autres sujets. Voilà. Donc voilà, chaque entreprise a un peu sa culture sur l'organisation. Alors il y a un internaute qui rebondit sur ce que tu disais, Michel. Vous parlez du casting, on les trouve où, ces profils capables de faire converger, d'avoir les deux compétences? Vous en parliez tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si on les trouve. On les construit. Dans tous les cas de figure, si on ne les trouve pas, on les forme. Et c'était un peu le sens de la réflexion de mes collègues CISO, de dire, si on me confie ces responsabilités, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne que je ne sais pas pour pouvoir le faire bien? Et je crois que la réponse est là. Personne n'a de toute manière toutes les compétences du monde et de la Terre. Et après, derrière, on mature soi-même en disant, tiens, je vais faire telle formation, je vais apprendre. Alors, il y a du soft et du hard skill, évidemment, là-dedans. Et effectivement, quand on discute avec des anciens militaires, on discute d'une certaine manière. Quand on discute avec un geek, on discute d'une autre manière. Et la première chose à faire, c'est de savoir discuter avec tout le monde. Donc ça, c'est un des soft skills à apprendre.
Qu'est-ce que la convergence à l'heure de l'IoT et de la digitalisation croissante des entreprises, Adrien ? La convergence, on en a déjà parlé quand même pas mal. Donc c'est vraiment l'idée qu'on a deux fonctions qui se sont créées, qui se sont structurées d'une certaine manière et qui aujourd'hui finalement se retrouvent du fait de ce qu'on a dit depuis le début de l'émission, le fait que le risque change, le fait que les risques se rejoignent et qu'aujourd'hui, dans la gestion de ce risque, il devient finalement nécessaire qu'il y ait un dialogue, voire une intégration de ces deux fonctions finalement pour répondre à cette évolution. Et justement, le challenge, c'est vrai qu'il y a une question de compétence qui est aujourd'hui difficile parce que c'est vrai qu'il existe peu de profils et de personnes qui ont une vraie expérience sur la partie physique, une vraie expérience sur la partie cyber et que du coup, ces profils sont finalement en construction et qu'on est tous en apprentissage, que ce soit le cyber pour aller vers la sûreté physique ou la sûreté physique pour aller vers le cyber, où finalement, on essaye tous de faire un peu notre part du chemin. Et on le voit, moi je le vois beaucoup dans les forums, moi je suis plutôt du côté de la sûreté physique, on n'arrête pas de parler du cyber. Et puis on le voit aussi de plus en plus dans notre day-to-day, j'ai envie de dire, que ce soit un système d'access control, que ce soit un système de caméra, on passe finalement des heures à parler comment est-ce qu'on va sécuriser notre outil, comment est-ce qu'on va assurer la défense du périmètre et autres, des problématiques. Moi c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler dans le milieu, c'était quelque chose qui était vu comme vraiment un truc d'expert. On n'en était plus à la caméra analogue, mais pas loin, quoi. Aujourd'hui, c'est plus du tout le même sujet. Non, mais tu l'as dit tout à l'heure, quand on met une caméra, c'est de l'IT, et quand on met de l'IT, il faut mettre des caméras. Donc, arrivé à un moment, de toute manière, on va discuter des deux sujets, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, je veux dire, c'est un peu on amène au paroxysme à l'IoT, c'est ça, l'intégration de la sûreté physique, des capteurs, des moyens de la sûreté dans l'informatique, donc avec tous les risques, un seul réseau, qui n'est pas un réseau dédié non plus. Donc donc on a ça oblige à avoir cette approche globale. Voilà. Ouais. Ce qui est pas mal en débat, en fait, je pense aujourd'hui, c'est surtout la définition qui varie. Et justement, ce dont je parlais tout à l'heure, les attentes des uns et des autres qui peuvent être un petit peu différentes, ou justement, on tâtonne tous sur quel est le bon modèle, finalement. Aujourd'hui, d'un côté, on se dit, est-ce que le bon modèle, c'est de tout fusionner sous une seule personne, ce qui est un peu l'idée de créer un Chief Security Officer dans les entreprises qui va voir tout le risque. C'est peut-être la bonne solution pour certaines industries. Peut-être que pour d'autres, la bonne solution, ce sera, entre guillemets, un dialogue accru entre les deux. Mais je pense que ce sur quoi on se rejoint tous, c'est le fait qu'aujourd'hui, les deux ne peuvent plus être vus comme des silos complètement séparés, qui sont complètement disjoints, parce que du coup, là, on a vraiment des trous dans la raquette, quoi. Est-ce que vous avez des exemples d'attaques de cyber qui sont coordonnées avec des attaques physiques ? Tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Je crois qu'Adrien, il m'en a cité quelques-unes tout à l'heure. Je donne quelques exemples, mais tu avais des bons exemples il y en a beaucoup qui ont fait les médias. Il y a Stuxnet, il y a l'attaque de Colonial Pipeline qui finalement a perturbé complètement la livraison de carburant aux États-Unis. Et puis nous, on voit, alors après on voit plus la menace. Vraiment sur la partie plus bâtimentaire avec justement tout l'outil qui peut se faire attaquer aujourd'hui et qui peut faire que votre contrôle d'accès finalement il est inopérant, les attaques sur les badges qui peuvent permettre à quelqu'un de rentrer sans finalement être détecté, les attaques sur les caméras. Donc en fait ce qu'on voit c'est que vraiment les deux sont de plus en plus imbriqués. En fait, dans la coordination entre une attaque cyber et une attaque physique, à mon sens, les seuls qui sont en mesure de le faire, c'est les militaires, c'est dans les conflits. Aujourd'hui, on voit des attaques cyber, des attaques de drones en même temps sur les mêmes cibles pour arriver à perturber, tuer, détruire. Donc ça, c'est... Et je pense que les entreprises n'en sont pas encore là. On peut avoir une attaque cyber qui a une conséquence physique, ou une attaque d'un système de sécurité avec des moyens cyber. Mais la conjonction des deux, il me semble que moi, c'est le seul cas, c'est le théâtre du combat d'une guerre ou d'un conflit. Ouais, finalement, c'est les exemples que tu donnais tout à l'heure qui étaient vraiment dans le cadre d'un conflit. D'accord. Alors, pour revenir, tout à l'heure, tu en as parlé brièvement, mais je voulais qu'on aille plus loin par rapport à cette schizophrénie. Donc, du responsable. Donc, si on fait converger, quel est le rôle exactement du directeur de la sécurité ? Quel est le rôle du directeur de la cybersécurité ? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement une schizophrénie quotidienne entre les différentes choses qu'il doit gérer ? Comment il fait pour avoir une gestion homogène ?
C'est moi qui dois répondre. Alors, c'est toi qui as sorti le mot tout à l'heure de schizophrénie, Non, Michel. en fait je l'ai employé, c'est pas de la schizophrénie, c'est simplement la capacité à passer d'un sujet à l'autre, avec des sujets extrêmement variés, à éventuellement un rythme rapide, et éventuellement tout laisser tomber pour aller gérer une crise. Pendant ce temps-là, et revenir avec les trucs qui se sont entassés parce qu'on a fait autre chose. Non, je pense que c'est une agilité plutôt qu'une schizophrénie. Et tout à l'heure, j'ai employé le mot parce que c'est toi qui l'as employé. C'est moi, c'est vrai. Voilà, donc j'ai employé le mot, mais c'est plutôt une agilité intellectuelle, d'attitude. Voilà, et on est confronté à différentes populations, que ce soit le voyageur d'affaires en difficulté, que ce soit l'ingénieur qui a conçu un système et qui dit si, il est sécurisé quand on le pentest, ça va pas du tout, ou le fournisseur avec lequel on doit discuter sécurité, bonnes pratiques et autres. Donc on a vraiment des choses où la personne qui va poser des caméras, qui fait des trous dans les murs ou qui met des serrures à pompe ou à cliquer pour sécuriser le locaux. Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut sans arrêt pouvoir avoir un expert sous la main dans son équipe, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Je ne sais pas, Patrick, si tu sais tout, je ne sais pas bien si tu sais tout, moi je ne sais pas tout. Donc avoir un expert dans l'équipe et éventuellement, avec l'aide de l'expert, de pouvoir dire la bonne décision, elle est là. D'accord. Alors, c'est vrai que depuis le début de cette émission, on a surtout parlé de l'évolution, l'adaptabilité des personnes, donc à pouvoir faire ces deux, à faire converger ces deux risques. Est-ce qu'il existe aussi des outils technologiques qui permettent aussi de gérer autant les risques cyber que les risques physiques et qui viennent peut-être aussi compléter le travail de ces experts ? Je vais en parler puisque c'est un peu notre cœur de métier. Je vais parler de ce que je connais en tout cas. Sur le côté plutôt préparation, en amont, on a les solutions, ce qu'on appelle les solutions de gestion de la résilience ou de la continuité d'activité, de la gestion des risques, on met un peu tout sous le même chapeau. C'est des solutions qui vont permettre, par exemple, d'avoir une cartographie des dépendances des différents systèmes ou des différents services. Ces solutions-là, elles vont aussi avoir une classification de tous les risques de l'entreprise, que ce soit des risques financiers, opérationnels, sécuritaires. On va avoir dans ces solutions-là aussi des possibilités de faire des simulations d'exercices de crise selon différents scénarios, que ce soit du cyber ou de la sécurité physique. On va avoir de la possibilité de mettre en conformité certaines politiques par rapport aux nouvelles régulations qui rentrent. Voilà, ça c'est plutôt le côté amont et plutôt le côté théorique. Et puis on a les solutions plutôt opérationnelles qui sont, alors celles que je connais, c'est ce qu'on appelle des plateformes de gestion d'événements critiques. En anglais, on appelle ça Critical Event Management Platform, ou CEM, si vous avez entendu l'acronyme. Ce sont des solutions qui vont permettre l'anticipation, la surveillance et la réponse à tout type de crise et d'incident. En gros, c'est ça. Et ça va réunir certains modules qui vont permettre non seulement d'être alertés sur ce qui se passe, avec de la veille globale, par exemple, sur les événements géopolitiques dans le monde, ou sur des crises qui peuvent atteindre vos ressources, avec de la veille sur le web aussi, que ce soit le Deep Web, Dark Web, de la veille aussi. Donc on peut aller par exemple détecter des fuites de données, avec des interconnexions au système de monitoring en interne, pour justement mobiliser les équipes très rapidement quand on a une anomalie. Ces systèmes-là, ils ont aussi toute une part qui va traiter de la communication et de la collaboration entre les équipes, ce qui est essentiel dans la gestion de crise, avec des systèmes d'alerting multicanal, par exemple, avec des systèmes de salles de crise virtuelles, dématérialisation des process de réponse avec des gestionnaires de tâches en temps réel, des tableaux de bord partagés entre les différentes équipes. Enfin, il y a plein d'options dans ces systèmes-là. Mais ces systèmes-là, ils vont être utilisés par différents départements pour unifier un peu les process de réponse. Et ça va donner une vision globale, ça va concrètement donner une vision globale des risques et d'une façon un peu unifiée d'y répondre. Donc risque cyber, risque physique, et ça va venir un peu aider les équipes. Voilà. Alors, Patrick, t'en parlais tout à l'heure. Non. Alors, du coup, je rebondissais sur est-ce qu'il y a des attaques cyber et physiques
coordonné ou dans le champ. Si on considère que le risque humain fait partie de la sécurité physique, les fraudes au président élaborées allient les deux, puisqu'on va sur l'osine chercher des informations, on trompe quelqu'un, voilà, etc., jusqu'à faire des deepfakes avec la voix, les trucs et tout ça, pour finalement arriver à rentrer dans un système. Voilà. Donc ça existe quand même, et ça m'amène à des outils, et ça rejoint ce qui vient d'être dit, sur les signaux faibles ou avant-coureurs. C'est-à-dire d'avoir cette capacité en tant que, justement parce qu'on est directeur sécurité globale, je ne sais pas comment on va l'appeler, en tout cas avec cette vision un peu holistique des événements, de rapprocher des événements. Si quelqu'un était que dans le monde physique, ça lui attirera pas forcément l'attention. Si c'était que dans le monde cyber, ça attirera pas forcément l'attention. Mais le fait d'avoir ce croisement peut indiquer que voilà, il se passe quelque chose. Voilà. Donc voilà, c'était juste un petit peu pour illustrer, et qu'effectivement c'est là où il y avait un gain, peut-être, pour revenir à la question de tout à l'heure, d'éviter un risque ou un incident grave, parce que par cette agilité de croiser un petit peu des événements de nature très différente, permet de se dire ah là il se passe quelque chose. Moi, j'ajouterais à ce que vous dites tous les deux les outils d'analyse de risque. Il y en a quelques-uns qui permettent de faire des analyses un peu holistiques. Je sais que PwC est une entreprise qui est énormément drivée par le risque. Donc effectivement, les analyses de risque, c'est répété, annuel. Sur les sujets, on revient nous voir. Est-ce que la compliance, on fait aussi des analyses de risque. Chaque fois qu'il y a une exception, on fait une analyse de risque. Donc on est vraiment drivé par le risque. Et donc le fait d'avoir des outils qui permettent de consolider tous ces risques à un niveau entreprise, alors ça permet déjà de pondérer les risques, parce que risque cyber ou le risque sécurité physique ou d'autres risques, dans certains cas, c'est des risques qui sont mineurs pour l'entreprise. Quand vous avez un risque légal de perdre 4% de votre chiffre d'affaires, ou que vous avez un risque de vous faire voler 3 vélos dans le parking, on n'est pas du même niveau. Et donc, au résultat, finalement, ça permet, et moi j'ai la chance de pouvoir passer du temps justement à écouter d'autres, exprimer d'autres risques, voir comment ils les traitent. Déjà, on peut voir leur manière de raisonner, qui est similaire mais pas pareil. Alors, il faut bien le dire, hein, c'est les mêmes choses qu'entre les militaires et les ingénieurs, ou la sûreté et le cyber. Quand un avocat parle de risque, il en parle d'une manière différente. Pour autant, justement, pouvoir consolider tous ces risques et avoir une visibilité holistique, c'est assez intéressant. Et là, pour le coup, il y a des vrais outils qui existent. Merci. Alors, je voulais également revenir justement à toi, Patrick, parce que tu en parlais tout à l'heure, de la réglementation. Donc forcément, on a des nouvelles réglementations qui arrivent. NIS2, DORA, je pense que tout le monde a entendu en parler. Ça démontre que doucement, tous ces sujets montent en maturité, en fait. Plus on est réglementé, plus... Alors pour certains, il y a trop de réglementation. Hein. Cela étant dit, on a posé la question aussi à une autre émission de savoir si on n'avait pas trop. Il y en a. Quelqu'un avait sorti une phrase, c'est l'inflation de la réglementation. Oui, ça sympa. Oui, exponentielle, mais... Oui, pardon. Non, vas-y. Non, je voulais juste rajouter quelque chose, parce que tu l'as mentionné tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant de cette réglementation-là. On parle beaucoup de NIS2, on parle beaucoup de DORA, on a CRA aussi qui vient d'entrer en vigueur. On ne parle pas tellement du REC, du c'est vrai. CRE. C'est vrai que quand tu l'as dit... ouais. Donc, juste pour redéfinir un peu, pour que tout le monde comprenne, CRE, c'est Critical Entity Resilience. Et c'est une directive qui est vouée à imposer des normes pour les entreprises pour répondre aux crises physiques. C'est pour les infrastructures critiques, hein, ça concerne 11 secteurs. Ce qui est intéressant avec cette norme, c'est qu'elle a la même date de transposition nationale que NIS2, exactement la même date, c'est-à-dire cette semaine. Et au final, on en parle au final... Non, parce que le projet de loi est parti avec la dissolution de l'Assemblée nationale, donc ça reviendra, mais... Mais du coup, ça montre qu'on a cette approche vraiment holistique au niveau des régulateurs, alors, en fait. Le projet de loi, bon, je ne vais pas parler au nom du gouvernement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, mais c'était un projet de loi résilience, pour bien dire. L'important, je pense que c'est ça qui revient, ça revient à notre c'est quoi notre fonction. C'est quoi la fonction d'une entité, ou industrielle, ou une administration? C'est de délivrer du service, et finalement... que le risque qui pèse sur son système de production soit cyber ou pas cyber, vu de l'utilisateur et des interdépendances,
peu importe, en fait. L'important, c'est que les distrils arrivent, que les communications soient assurées, que l'hôpital soigne, que les pharmacies délivrent des médicaments, etc. etc. Et donc, ça, cet intérêt de ramener à la raison d'être les organisations et de réfléchir, quels sont les scénarios qui nous amènent à interrompre ou pas la délivrance du service ou du produit. Voilà, donc c'est cette démarche-là, et je pense qu'elle va pousser à la convergence, parce qu'on ne peut pas investir, on a parlé tout à l'heure, budget, des sommes et des sommes sur la partie cyber en oubliant les aspects physiques, évidemment vice-versa. Donc, pour avoir une démarche un peu raisonnée, je pense qu'on va être obligé à un moment donné de croiser les analyses de risque pour dire en fait, finalement lequel est le plus... Et en faisant ça, on est dans la convergence. On rentre dans la convergence en mettant sur un même tableau de bord, voilà les différents risques qui vont apporter, les différences qui font peser un impact sur la délivrance des produits et des services, va nous amener doucement à cette convergence. Et moi, je vois ça. Alors, j'ai la chance de n'être ni dans l'un, ni dans l'autre, ni dans le troisième. D'ailleurs, j'ai été très étonné qu'en Andorra, ils ont sorti les statutory auditors dans la dernière version, parce que moi, il me semblait que l'économie française dépend évidemment du fait qu'il y ait des gens qui signent les comptes pour que la bourse se porte bien. Mais bon, après, derrière, soit c'est le législateur, il décide ce qu'il veut et nous appliquons. Par contre, je trouve quand même qu'il y a une opportunité de bonne pratique. Et cette opportunité de bonne pratique, quelque part, elle fait consensus, puisque c'est au niveau européen, et que si on fait ce type de règles, quelque part, c'est bien vers là où il faut tendre. Et donc, pour moi, c'est vraiment une opportunité. Enfin, si on réembobine le film, on a eu le RGPD. Alors évidemment, tout le monde a discuté, c'est trop ceci, pas c'est cela, c'était lourd et tout. Mais au bout du bout, 10 ans après, ou je ne sais pas combien d'années d'ailleurs après, on ne se souvient même plus, tout le monde l'a accepté, tout le monde le prend en compte, les données... Même à l'étranger, des gens s'en inscrivent. Même à l'étranger, il y en a qui... Voilà, parce que... Donc ça a quand même eu une très grande utilité, même si c'était pénible, tout n'est pas encore simple dans le RGPD, mais voilà, ça a quand même permis de tirer vers le haut une partie de l'industrie de l'IT. Donc voilà, on va faire... faut le prendre positivement, si tant est que ça ne nous donne pas un désavantage concurrentiel par rapport à d'autres bouts du monde, mais on pourra en discuter. On fera une taxe. Comme on fera une taxe. Du coup, on a un commentaire qui, je trouve, reprend ce que tu disais à un moment donné, Michel, quand tu disais le problème de culture vient aussi peut-être de la manière dont on réfléchit. D'un côté, on a des personnes qui réfléchissent en 3D, c'est ce que tu disais, d'autres qui réfléchissent en virtuel. Tu as quelqu'un qui dit le problème de culture vient également du fait que la cyber a plutôt une vision immatérielle des sujets, alors que la sûreté physique est plus sur du palpable. C'est exactement ce que je disais, et merci de ce commentaire. Et Stéphane qui pose la question, d'après vous, quel peut être dans cette conversation l'apport de l'IA ? C'est vrai qu'on en parle beaucoup de l'IA qui vient un peu booster les outils de cybersécurité. Mais est-ce que dans cette convergence-là, ça peut avoir un rôle selon vous ? Alors, moi, j'y vois un intérêt, mais bon, c'est très théorique. Donc si Stéphane a des solutions, ça m'intéresse. Ce qui nous est demandé, ce qui est intéressant en tout cas dans la démarche, de la résilience, c'est y compris les interdépendances. Et ça, je pense qu'on le voit déjà, on en a discuté tout à l'heure, c'est compliqué de tout appréhender. Alors si en plus on a des interdépendances sectorielles et d'autres, là, l'IA, tout ce qui est jumeaux numériques, etc., peuvent vraiment des technologies qui peuvent nous apporter des aides à la décision, pour faire des scénarios, voilà. Donc je pense que pour ça, c'est un grand intérêt. Puis on parlait tout à l'heure sur l'analyse des différents signaux avant-coureurs ou dits faibles. L'IA, là, pour le coup, elle peut, dans des tas de logs de tout genre, qui est entré là, qui a consulté tel fichier, qui a fait je sais pas quoi. Là, l'IA, normalement, elle est faite pour ça. Qu'est-ce qu'on appelle IA ? Faut bien l'apprendre. Qu'est-ce qu'on appelle IA ? Est-ce que c'est les LLM ? Tranchons le truc, parce que si c'est LLM, évidemment, on peut mettre en place du LLM pour tout le corpus documentaire, toutes les choses qu'on peut avoir pour simplifier l'accès à l'information. Après, il y a plein d'IA au quotidien dans tous les outils cyber, et bientôt, ou presque, dans les outils sûreté. Les outils cyber, ils utilisent du machine learning, des réseaux de neurones et ce genre de choses. Dans les outils
partie sûreté, on commence à voir arriver des trucs qui détectent ce que vous avez dans la main, qui vous reconnaissent. Alors après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on en a discuté pendant la première question. Mais quelque part, on commence à avoir des technologies qui peuvent savoir si quelqu'un est tombé, s'il y a un bagage qui est tout seul et qu'il n'y a personne autour. Donc là, on arrive dans des choses où potentiellement il pourrait y avoir un usage. Le tout est de revenir à la question du début, c'est est-ce que ça fait peur, est-ce que ça fait pas peur, est-ce qu'il faut légiférer? Et là, je m'avancerai pas sur le sujet, mais on commence à avoir justement ce genre d'intelligence artificielle qui offre une augmentation de la capacité. Alors, on arrive à la fin de cette émission avec donc une dernière question que je vais poser. Depuis le début, j'ai remarqué qu'on parlait beaucoup de la notion de résilience, ce qui m'amène donc à me dire que finalement, on se dit plus que le risque zéro est impossible, on le sait parfaitement. Ça n'arrivera pas. On va se retrouver dans une situation d'attaque, qu'elle soit cyber ou physique. Donc, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt une approche de réflexion via la résilience. Et donc, est-ce que aujourd'hui, on peut imaginer cette convergence? Est-ce qu'elle peut fonctionner si on continue à fonctionner en silo, ce qui est le cas aujourd'hui? Et puis dernièrement, peut-être redéfinir ce que c'est que la résilience pour une organisation. Je vais prendre le point sur la résilience. Je vais faire ma fan savante, je vais mettre mes petites lunettes, voilà, et je vais parler en latin. Donc, le mot résilience, il vient du mot résilire en latin. Alors, je ne sais pas si je vais faire un petit tour de table, vous savez ce que ça veut dire? Non. Ça signifie rebondir. Donc, concrètement, la résilience, c'est cette capacité à rebondir. Dans les faits, une organisation, elle va être résiliente parce qu'elle va être capable d'anticiper des menaces potentielles. Elle va être capable d'y résister, de résister à des perturbations ou des attaques. Elle va être capable de se remettre sur pied rapidement après un incident. Et dans le côté un peu plus positif, elle va être capable elle va avoir cette capacité d'adaptation en continu face au changement et en s'inspirant d'expériences passées. C'est ça la définition de la résilience. Et vous, même définition? Sur la résilience, je pense qu'on a vraiment un changement de posture aussi, où dans l'industrie, on a beaucoup l'idée qu'on va anticiper toutes les crises, qu'on va avoir, tous les débuts d'année, on a les rapports sur les futurs risques et autres, et toutes les années, on est surpris, et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'était pas dans le rapport et qui nous a pris de court et qui a impacté notre entreprise. On a des dizaines d'exemples de ça, et justement, je pense que l'idée de la résilience, c'est de dire... On ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout prévenir. Il va y avoir des choses qui vont impacter notre entreprise qu'on n'aura pas vu venir. Et nous devons avoir les capacités d'y réagir, que le service continue, que l'entreprise continue à délivrer ce qu'elle délivre, et que nous, justement, on soit les accompagnateurs un petit peu de cette transition quand il y a un changement dans l'environnement, en fait. Donc c'est plus en termes d'état d'esprit, je pense. Et puis après, en termes d'outils, on a parlé justement de la convergence pendant toute l'émission sur justement le risque change, c'est de s'adapter au risque et justement se préparer autant que possible et être capable d'avoir tous les leviers entre guillemets à disposition pour réagir et pas une personne qui va être dans un coin à chercher la solution à un problème pendant que l'autre il est en train de traiter l'autre bout du problème chacun de son côté, quoi. Alors, je suis d'accord avec tous les deux. Simplement, pour moi, la résilience, c'est pas simplement de la cyber, c'est pas simplement de la sûreté, c'est toute l'entreprise. Et c'est toute l'entreprise qui peut continuer à fonctionner. Et là, pour le coup, le fait d'avoir la cyber, la sûreté et quelque part la gestion de crise de manière coordonnée, ça permet effectivement cette résilience au service des autres. Et on est des rouages essentiels, on est des supports essentiels du bon fonctionnement. D'abord, de la bonne détection qui se produit un truc qui est pas bien et de la bonne remontée d'informations et du bon traitement et du bon retour à la normale en mieux. Parce que rebondir. Eh bien, parfait. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. On arrive à la fin de cette émission. Merci également au public qui nous a suivis à distance, aux questions que vous avez posées, aux commentaires et aux discussions que vous avez eues entre vous. Ce soir, on était en partenariat avec Everbridge. Et puis, je vous dis à mercredi, puisqu'on revient pour une autre émission, cette fois-ci plutôt sur la Threat Intel. Je vous souhaite une excellente soirée et encore merci à nos intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup.